Il est 7 heures et ici démarre notre randonnée matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous savoir une fois de plus au rendez-vous pour ce léger rendez-vous sur Bénin TV. Aujourd'hui démarrent simultanément les carèmes chrétiens et musulmans et dans cette émission, nous allons aborder différentes thématiques liées à cette période particulière. On parlera en premier lieu du carême chrétien et de son rôle dans la cohésion sociale et la mobilisation citoyenne. Vous allez le voir en cette période, la discipline, le pardon et le partage peuvent bien contribuer au vivre ensemble et renforcer la stabilité de la nation. On s'intéresse également à la santé, un domaine à prioriser en cette période. La fièvre typhoïde, ce mal pernicieux, peut s'avérer particulièrement préjudiciable pendant le jeûne. Avec nous, vous découvrirez pourquoi traiter la fièvre typhoïde avant de commencer le carême est essentiel et quels sont les traitements à privilégier. Nous ouvrirons également un espace pour l'intelligence artificielle, cet outil aujourd'hui incontournable dans bien des domaines. On parlera du projet J'aime ma langue, une initiative qui utilise l'IA pour mieux comprendre et valoriser nos langues locales avec des applications concrètes pour l'éducation et la préservation culturelle. Mais d'abord, place au bulletin d'information. Comme vous le savez, par ici, les mardis, c'est à la sauce de Génial Afouda Moussi Agbouka. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin qu'on ouvre avec ses 21e assises statutaires de l'Association des hautes juridictions francophones, présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Tchabitalata. Elles ont débuté hier matin à Cotonou. Le point, ce sera avec Renaud Kakpo, Mathieu Soken. Un colloque international et des drapeaux pour signaler la présence dans cette salle des officiels du Togo, de la RDC, du Royaume chérifien, bien évidemment, du Bénin. C'est tout le gratin de l'espace francophone qui est réuni ici à Cotonou. Des éminences grises du monde judiciaire et juridictionnel qui vont focaliser leurs réflexions sur des questions liées à la protection des droits fondamentaux en contexte de crise sécuritaire. C'est sous les lambris dorés du dôme du Sofitel que ces acteurs se sont donné rendez-vous pour les 21e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. C'était le 8 décembre dernier que ces figures de proue de l'arsenal institutionnel devraient se retrouver dans le cadre de ce colloque d'envergure internationale. Mais les événements survenus un jour plus tôt en ont décidé autrement. Et vous voici, au Bénin, que vous découvrez debout. Debout plus que jamais. Et plus que jamais accroché à son modèle de société. Les travaux de Cotonou s'ouvrent sur une thématique de grande actualité au regard des risques d'instabilité qui secouent certains États. Le président colloque ambitionne ainsi d'esquisser une cartographie comparée des défis sécuritaires dans nos différents États, d'identifier les mécanismes de protection juridictionnelle les plus efficaces, de proposer des recommandations opérationnelles visant à préserver les droits fondamentaux face aux menaces sécuritaires et d'offrir, enfin, un espace de réflexion apaisé, interdisciplinaire et résolument tourné vers la préservation et la consolidation de l'état de droit. Les réflexions croisées de ce conclave vont ainsi permettre d'examiner les jurisprudences nationales et régionales rendues en la matière et surtout les bonnes pratiques observées dans l'espace francophone. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix durable. Fin de citation. Ces mots n'ont rien perdu de leur force. Et ils résonnent aujourd'hui ici à Cotonou avec une intensité particulière. Le Bénin joue un rôle de premier plan au sein de cette association francophone et à Cotonou, il est question de maintenir la dynamique pour une intégration juridique et judiciaire des États francophones et même au-delà. Le thème retenu pour ces 21e assises est d'une actualité majeure. La protection juridictionnelle des droits fondamentaux en contexte de crise sécuritaire. Il reflète une réalité. L'Afrique est aujourd'hui le nid de crises plurielles et multiformes. Comment préserver les libertés et les droits fondamentaux des citoyens
lorsque la sauvegarde de la nation et de l'ordre exige des mesures de sécurité fortes, contraignantes, des mesures d'exception. Ce défi, mesdames et messieurs, est le dilemme le plus délicat de notre temps, de notre monde. Ce défi appelle un arbitrage équilibré, réfléchi et responsable. Un arbitrage que seules les hautes juridictions sont appelées à conduire, à gérer techniquement, professionnellement. 13 pays francophones ont répondu présents à ces assises prévues pour durer 3 jours. À Parakou, c'est une nouvelle équipe qui prend les commandes de la ville, une équipe plutôt jeune. Le maire et ses adjoints officiellement installés par le préfet du Borgou promettent rigueur, unité et action pour le développement de la cité des Kobourou. Le point de la cérémonie d'installation du nouveau conseil municipal à travers cet extrait du nouveau maire. Mon mandat est placé sous le signe de la rigueur, de la productivité, de la redevabilité, c'est-à-dire respect des thèses, valorisation et mobilisation de nos ressources endogènes et rendre compte de manière transparente de notre gestion. La dynamique est la même, plus au centre. Dans le département du Zou, une génération d'élus entre en action sous la pression immédiate des attentes citoyennes. Dans les communes d'Abomey et de Boycon, une même scène s'est répétée ce week-end entre investiture, serment et espoir. Kadnel Kako et Pierrette Adin aussi nous racontent. Franck Passassi préside désormais aux destinées de la cité historique d'Abomey. Entre poignées de main, accolades fraternelles et bénédictions traditionnelles, la cérémonie oscille entre solennité républicaine et ferveur populaire. À la tête de la municipalité, Franck Passassi succède à Antoine Ndiédou et hérite des défis liés au développement et au rayonnement de la capitale historique. À Boycon, la même solennité empreinte d'enthousiasme. Ferdinand Bokossa accède à la tête de la municipalité et succède à Rufino d'Almeida. Après la lecture des actes officiels, place aux applaudissements nourris et aux messages d'espérance. Une séquence hautement symbolique qui marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour la ville Carrefour. Tous deux élus sur la liste du parti Union progressiste Le Renouveau, majoritaire à l'issue du scrutin du 11 janvier dernier, les nouveaux maires s'engagent pour un mandat de 7 ans. Pour Abomey comme pour Boycon, l'heure est désormais à l'action. Une nouvelle page institutionnelle s'écrit, portée par les attentes pressantes des populations et les défis du développement local. C'est un effet domino politique qui redessine les équilibres locaux à Abomey. Dans cette commune, vous allez le voir, les maires installés ne sont pas forcément ceux que l'on attendait. Marcel Arros. Ils n'étaient pas les visages attendus, pas ceux que l'on annonçait déjà à la tête des communes, pas ceux au centre des projections d'avant-élection. Et pourtant, à Abomey, c'est désormais Franck Passassi qui s'installe dans le fauteuil de maire. À Abomey-Calavi, c'est Nathanaël Coty qui prend les commandes. Deux noms qu'il y a encore quelques semaines attendaient dans l'ombre comme suppléants, désormais investis de la pleine responsabilité municipale. Dans ces instants, le symbole est fort, on change de posture, on change de dimension. Le devoir nous appelle. Abomey nous entend. Abomey est notre héritage. À Abomey, ville au poids historique considérable, cette décision porte une mémoire. À Abomey-Calavi, commune en pleine expansion, c'est un arbitrage qui engage l'avenir immédiat de milliers d'habitants. Changer les marchés, c'est changer la respiration économique d'une ville. Les marchés modernes ne sont plus de simples lieux d'échanges commerciaux. Ils promettent aujourd'hui hygiène, organisation et croissance. Mais apportent-ils réellement une plus-value à l'économie locale? Jennifer Sativi et Odette Dossou ont posé la question à un économiste. Voici ce qu'il nous dit. Les marchés constituent un pôle économique très important dans une économie locale, dans l'économie nationale. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous constatons qu'aujourd'hui, beaucoup de marchés sont transformés.
La première chose qu'il faut retenir, c'est que on assistait à une situation où les marchés n'étaient véritablement pas maîtrisés par le passé. L'autre chose aussi, il était difficile de pouvoir canaliser les flux commerciaux qui transitaient dans ces marchés-là. Qui sont ceux qui vendaient? Qui sont ceux qui achetaient? Combien transitaient par jour? C'était difficile de pouvoir maîtriser tout cela. Et aujourd'hui, avec la modernité, c'est l'ordre qui est indirectement revenu dans ce qu'on appelle la captation des flux, en termes de flux commerciaux, flux financiers qui transitent à travers ces marchés. Parce que quand vous faites un tour dans ces marchés-là, vous voyez que l'ordre est revenu. On est beaucoup plus dans un cadre beaucoup plus beau. Et lorsque vous avez affaire à un marché qui offre ces genres de commodités, au-delà même des Béninois qui peuvent acheter, des marchés qui captent l'attention des étrangers. Dans une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large, forcément, les revenus des bonnes dames qui sont installées dans ces marchés vont forcément augmenter. Première chose. La deuxième chose, si le revenu augmente, elles vont faire beaucoup plus de marge, plus que ce qu'elles faisaient avant. Troisième chose, elles vendent dans des conditions confortables. Avec la création de ces marchés modernes, il y a de nouveaux emplois qui sont créés. Mais aujourd'hui, avec le marché moderne, les taxes sont beaucoup plus canalisées. Et ça permet à la mairie aussi de pouvoir mieux planifier ses revenus. Venons-en à présent à cette nouvelle génération de champions consacrés ce week-end à Cotonou grâce au EYA Games. La finale de l'édition 2025-2026 s'est tenue sur l'esplanade de l'Amazone. Elle a réuni les meilleurs athlètes sélectionnés après plusieurs mois de compétition intense. Jules Kouaikou, Fifame Salomé Atadiji. Ici, à l'esplanade de l'Amazone de Cotonou, l'intensité est palpable. Les meilleurs athlètes de EYA Games s'affrontent dans une finale qui nécessite force, endurance et stratégie. Après une compétition disputée étape après étape, la victoire revient chez les hommes à Ambroise Mondé, coach de fitness et pratiquant d'arts martiaux, notamment le karaté. Présent depuis la toute première édition, son expérience et sa maîtrise des épreuves physiques lui ont permis de prendre l'avantage dans les moments décisifs. Actuellement, je suis très content, vraiment content parce que ça n'a pas été facile. Nous sommes à la 4e édition et vu ce que j'ai vécu les 3 premières éditions précédentes, et quand je vois qu'aujourd'hui je suis à la première place, franchement je suis très heureux. Chez les dames, le sacre revient à Jocelyne Bézé, employée dans une pharmacie de la place. Elle s'est imposée grâce à une performance solide et équilibrée sur l'ensemble des épreuves. Force, endurance et détermination ont marqué son parcours tout au long de la finale. Je suis vraiment fière, très fière d'être la première. C'est la 2e fois. J'ai participé pour la 3e édition, maintenant pour la 4e. Donc je ne pense même pas être la première pour cette édition. Et je suis vraiment fière de tout ce que je viens de faire. Les deux champions repartent chacun avec un trophée et une récompense de 10 millions de francs CFA. Et après, ce sont des prix dégressifs jusqu'au dernier. Donc tout le monde repart avec quelque chose. Cette 4e édition a démarré en septembre 2025 avec la présélection. Cette présélection a opposé environ 150 à 200 athlètes. Et on a gardé les 40 meilleurs qui sont là aujourd'hui. 40 meilleurs hommes et 20 meilleures femmes. On est avec une compétition avec 40 hommes, 20 femmes qui sont d'un niveau extraordinaire. Donc ça nous permet d'avoir une compétition, comme vous voyez, qui a un gros succès, avec une tribune qui est remplie, du public autour, etc. Donc on est très satisfait. Au-delà de la compétition, les EYA Games offrent surtout aux athlètes une véritable vitrine pour révéler leurs talents, tester leurs limites et surtout gagner en visibilité sur la scène sportive nationale et internationale. Une expérience qui, pour beaucoup, représente un tremplin vers de nouvelles opportunités. Énorme fierté pour le Bénin. À seulement 21 ans, Nathan Tibozo entre dans l'histoire en devenant le tout premier Béninois à participer aux JO d'hiver 2026. Ce 14 février, il a inscrit son nom dans une page totalement inédite du sport béninois. Retour aussi sur une course intense, courageuse et déjà historique avec Blaise Adampo. Silence au sommet de la piste. Regard fixé sur la vallée blanche, Nathan Tibozo s'élance avec détermination. Les premières portes arrivent rapidement. Il engage les virages, cherche le bon rythme, plante les bâtons avec précision.
Sur ce tracé de slalom géant des Jeux Olympiques d'hiver Milano-Cortina, la moindre erreur coûte cher. L'objectif n'est pas seulement la performance, c'est aussi l'honneur de finir, de représenter, de marquer l'histoire. Il franchit les dernières portes avec courage avant de se projeter vers la ligne d'arrivée. Temps final, 1 minute 25 secondes 42. Nathan Chibozo termine 52e pour sa première apparition olympique. Un classement modeste, peut-être, mais une audace en soi pour un parcours sans chute. Le jeune skieur sera de nouveau en lice pour l'épreuve du slalom. Une première pierre dans une grande histoire et ce n'est que le début. Nathan Chibozo a déjà gagné quelque chose d'inestimable, l'admiration de tout un peuple. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal, et avec le même plaisir, j'imagine. Merci beaucoup à vous, Génial Afouda Monsi Agboka. On se retrouve demain, donc, mesdames, messieurs. On reste en place. La matinale se poursuit. Place à présent à notre rubrique invitée. Le carême est une période de jeûne, de prière et de recueillement pour les fidèles chrétiens, mais également musulmans. Mais au-delà de sa dimension spirituelle, il peut aussi jouer un rôle social important, invitant à la discipline, au pardon, à la solidarité, mais encore au partage. Le carême chrétien catholique pourrait-il contribuer à renforcer la citoyenneté et plus largement la stabilité nationale? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons le père Anissé Ignanvi, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Le carême catholique, il démarre déjà demain. Le plaisir partagé, merci. Le carême commence effectivement demain et aujourd'hui, c'est déjà le Mardi Gras. Oui. Nous nous y préparons très bien. Et dès demain, c'est parti pour la marche de 40 jours. Absolument. Alors, déjà, on va démarrer par une question. Selon vous, quelle est déjà la portée spirituelle, mais également sociale du carême chrétien catholique? Alors, le carême catholique a une véritable portée, non seulement du point de vue spirituel, mais également cela rejaillit dans la dimension sociale. Généralement, nous pensons, ou bien beaucoup pensent, que le carême se limite justement à des exercices strictement religieux, tels que la prière, le jeûne, l'aumône, etc. Mais il va bien au-delà. Le carême, c'est un moment d'exercice spirituel, mais c'est également une école de transformation intérieure. Donc, tout ce que nous faisons comme exercice sur le plan spirituel doit pouvoir désormais impacter notre vécu au quotidien. Et c'est dans ce sens que le carême a nécessairement et doit d'ailleurs avoir un impact dans la dimension sociale. Si j'apprends pendant le temps de carême à faire des efforts de pardon, des efforts de paix, de réconciliation, etc., cela ne doit pas se limiter à la seule période du carême. Ça doit aller bien au-delà. Et c'est en cela que le carême a un impact social également. D'accord. Et justement, vous faites bien de parler, d'aborder cette question de transformation intérieure. Lorsque cette transformation se fait observer au niveau du catholique, du chrétien, est-ce que ça rejaillit sur l'aspect citoyen de la personne? Absolument. Les deux vont de pair. Quand le chrétien, pendant le temps de carême, apprend justement à dominer ses instincts, cela doit nécessairement avoir également un impact sur le plan social. Le temps de carême est souvent perçu comme un temps, par exemple, de renoncement, un temps de jeûne. Alors, jeûner, c'est apprendre à dominer, par exemple, ses désirs. Oui. Et quelqu'un qui s'exerce pendant le temps de carême à cela, nécessairement, cela doit avoir un impact dans sa vie quotidienne, même après le carême. J'ai envie de toucher à tel objet, peut-être un bien public, peut-être c'est l'argent du pays, l'argent du peuple, etc. Mais je suis chrétien. Pendant le temps de carême,
je me suis exercé à renoncer à mes envies. Alors, cela doit pouvoir continuer, cela doit pouvoir avoir cet impact-là dans mon agir. J'ai des envies, mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas parce que j'ai envie de prendre ceci ou de prendre cela que je dois le faire. Le temps de carême m'entraîne justement à ce combat intérieur, à ce combat spirituel. Et donc, le carême doit pouvoir nécessairement transformer ma vie de l'intérieur afin que mon agir désormais chrétien et sur le plan social soit conforme à ce que Dieu attend de moi. Et une discipline est observée, donc, comme vous le dites, mais est-ce que cela rejaillit en dehors du citoyen? Quelle est la place que cela accorde au bien-être, je vais dire, au vivre ensemble et à la cohésion sociale? Oui, la discipline que nous essayons d'observer pendant le temps de carême, c'est nécessairement en vue d'une cohésion sociale. Quand j'apprends à me discipliner du point de vue personnel, cela a un impact nécessairement dans la dimension sociale. Quand pendant le carême, par exemple également, j'apprends à me réconcilier avec le prochain, j'apprends à être moins agressif, cela rejaillit du point de vue social. La cohésion sociale est favorisée. Si pendant le carême, j'apprends à être tolérant, cela rejaillit nécessairement également dans mes relations interpersonnelles avec le prochain. Et la société se porte mieux et mieux apaisée également. Donc c'est dans ce sens qu'on peut dire que le carême, justement, est un laboratoire ou une école de transformation intérieure qui va pouvoir agir et qui va pouvoir influencer mon vécu sur le plan social et apporter un plus à la paix recherchée au plan social, à la cohésion recherchée dans la société. Et justement, on est au sein d'une nation, on va dire, on est chrétien, mais avant tout, on est également partisan d'une nation. Est-ce que toutes ces valeurs-là, au quotidien, je vais dire sur les 40 jours, peuvent en quelque sorte favoriser une mobilisation citoyenne? Naturellement. Les valeurs qu'on essaie de cultiver pendant le temps de carême peuvent favoriser une mobilisation citoyenne. Quand quelqu'un, par exemple, apprend à contrôler sa colère, cela peut contribuer à réduire les conflits familiaux. D'accord. Et c'est déjà la mobilisation citoyenne qui est mise en marche. Quand quelqu'un, par exemple, également, apprend à modérer ses propos sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est toujours une action en faveur de la paix et de la mobilisation citoyenne. Et quand on parle de valeurs de partage et de solidarité, dans le cadre de cette même mobilisation citoyenne, on peut également penser à la dimension du social. Pendant le temps de carême, nos communautés sont mobilisées à poser des gestes concrets. Et au nombre de ces gestes, il y a par exemple également des aides aux malades, des aides alimentaires apportées aux détenus, des aides également aux pauvres, etc. Et Caritas Bénin, par exemple, pour le cas de l'Église catholique, en fait beaucoup. Okay. Alors, c'est évidemment des actes de mobilisation qui ont un impact sur la société. Et dans une société où les plus démunis également sont favorisés, on leur porte une certaine attention, la société se porte mieux. Et c'est en ce sens que le carême également apporte un grand plus justement à la solidarité qui peut être un moteur de mobilisation citoyenne. Et justement, on parle à présent de tout ce qui est peut-être conflit qui ne manque pas au sein de nos sociétés, au sein de nos nations, conflits au plan local, au plan national. En quoi le carême peut être un facteur, je dirais, de prévention? Alors, le carême peut être également facteur de prévention par rapport aux conflits, etc. Parce que le carême agit en amont. C'est-à-dire, tout ce que nous essayons de vivre pendant le temps de carême, c'est justement pour préparer nos cœurs à se libérer des rancœurs.
c'est important de le dire. Les conflits naissent de quoi? Les conflits naissent souvent des rancœurs, de la désinformation, de l'orgueil ou de l'impatience. Tout cela, justement, pendant le temps de carême, nous sommes appelés à faire un effort, se libérer de soi, apprendre justement à se libérer des rancœurs, de tout ce qui peut diviser. Et pendant le carême également, par exemple, je suis appelé à faire un effort par rapport à la désinformation. Oui, je dois faire le jeûne de la désinformation. Vous savez, les conflits qui naissent, que nous voyons ici et là, beaucoup partent également de la désinformation et de tout ce que nous disons, de tout ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux. Absolument. Et justement, tous ces facteurs-là, le carême est un temps où on apprend à pouvoir se gérer, à pouvoir gérer tous ces facteurs-là, pour que justement, en faisant un effort, en ce sens, on puisse éviter tout ce qui peut conduire au conflit. Et le carême encourage également le dialogue. C'est le moment, c'est un temps de réconciliation. D'ailleurs, pendant le temps de carême, les évêques du Bénin sortent toujours une lettre pastorale, c'est le message de carême. Et le message de cette année est intitulé « Réconciliation, chemin d'unité et de développement d'une nation ». Donc, réconciliation, chemin d'unité et de développement d'une nation. C'est le thème, pour le carême 2026. Alors, dans ce message, justement, les évêques ont beaucoup insisté sur les comportements que nous pouvons cultiver pour qu'il y ait une cohésion nationale, pour qu'il y ait la réconciliation. D'abord, se réconcilier avec Dieu, comme le recommande Saint Paul dans 2 Corinthiens 5, 20, je crois. Et en plus de cette réconciliation avec Dieu, se réconcilier avec son prochain, se réconcilier avec ses frères et sœurs. Cette réconciliation doit s'observer non seulement avec Dieu, mais vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. Donc, c'est justement un temps, le temps de carême est un temps où le chrétien est appelé justement à faire cet effort-là pour qu'il y ait une cohésion non seulement nationale, même au-delà de nos frontières également. Nous sommes appelés à cultiver ce dialogue de paix, à cultiver justement cette cohésion et surtout rechercher l'unité, la fraternité. Voilà tout ce que nous sommes appelés à faire comme effort durant ce temps précieux, c'est ce temps de 40 jours, mais bien au-delà des 40 jours également, nous devons pouvoir maintenir le rythme et rester dans le même état d'esprit. Exactement, garder le même état d'esprit. Ce n'est qu'un temps d'entraînement pour une continuité dans la vie courante. Alors, on nous dit souvent, hein, l'Église et toutes les religions sont, je dirais, apolitiques. En quoi est-ce pertinent pour le chrétien, donc, d'avoir ces valeurs que vous citez, réconciliation, pardon, l'amour de sa nation, pour préserver la paix et le développement? Oui, justement, ces valeurs que nous sommes en train de citer, d'énumérer, ce n'est pas nécessairement des valeurs ayant trait à la vie politique. C'est des valeurs qui rentrent même dans le vécu quotidien. Quand je sors de la sphère politique, ces valeurs, je dois pouvoir les développer également dans mes relations interpersonnelles, même en famille déjà. D'ailleurs, ça commence en famille. La cohésion dont nous parlons et toutes les autres valeurs que nous avons citées, tout commence justement dans la cellule de base qu'est la famille. Alors, nous sommes appelés à cultiver cela. Ça va même s'observer également dans nos administrations, dans les services, dans les marchés. Alors, c'est un peu partout, partout où Dieu nous a semés, partout où Dieu nous a envoyés, nous devons pouvoir être en mesure de cultiver ces valeurs-là. Ce n'est pas seulement les politiques ou bien les politiciens qui vont observer ces valeurs dont nous parlons, mais c'est tout le monde. Nous sommes tous appelés à observer justement ces différentes valeurs que nous sommes en train d'énoncer, d'énumérer. Nous sommes tous appelés à faire des efforts pour que ces valeurs soient inculquées dans toutes les cellules de notre société. Et ainsi, notre société se trouvera d'ailleurs mieux. Chacun se sentira à l'aise, chacun se sentira heureux de vivre dans un climat de paix, de cohésion, d'amitié, de fraternité.
Et j'aime beaucoup le mot que vous employez, vous parlez d'inculquer, c'est peut-être, je dirais, instruire quelqu'un à la base, lui permettre de se développer avec ces notions-là. Est-ce qu'il y a des programmes peut-être ou des messages clés que vous envoyez peut-être à la jeunesse chrétienne en cette période-là? Oui, alors mon message s'adresse non seulement à la jeunesse chrétienne, mais à tous. La jeunesse des autres confessions religieuses également, la jeunesse musulmane, la jeunesse de nos religions endogènes. Aux jeunes en général, je voudrais rappeler qu'ils sont l'avenir et l'espoir de notre nation, de toute nation. Alors, toutes ces valeurs que nous sommes en train de cultiver, c'est d'ailleurs sur eux que cela repose. Parce que quand nous prenons, par exemple, notre pays, les jeunes sont majoritaires. Absolument. Les jeunes sont majoritaires. Alors, si chacun des jeunes faisait l'effort de cultiver ces valeurs-là, le climat de paix, de fraternité, de cohésion, le climat d'amour, le climat, en tout cas, tout ce qui peut, le dialogue, tout ce qui peut vraiment favoriser la bonne marche de la société. Si chacun des jeunes essayait justement d'œuvrer en faveur de toutes ces valeurs-là, je pense que notre pays, notre société se porterait d'ailleurs très bien. Et les jeunes, justement, sont une force motrice de la société. Absolument. Les jeunes sont le ferment par excellence de la société et ils sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », ça veut dire beaucoup. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont la force nécessaire de pouvoir faire de grandes choses, de faire des choses magnanimes. Et il faut qu'ils en profitent. Cela commence par la construction de sa personnalité, à titre personnel d'abord, et ensuite ce que, en tant que jeune, je suis capable d'apporter à ma nation, à ma société, pour que cette société se porte toujours mieux. Et parmi les jeunes, pourquoi ne pas justement encourager des actions qui promeuvent justement cette paix que nous recherchons tous, cette réconciliation que nous recherchons tous, cette unité que nous recherchons tous. Et c'est ça, justement, le socle par excellence de tout développement d'une nation. Les jeunes également sont sur les réseaux sociaux. Oui. Si sur les réseaux sociaux, les jeunes faisaient l'effort, par exemple, de partager ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai, je pense que ce serait déjà également un grand appui à cette cohésion que nous recherchons. Les jeunes doivent, même par leur présence digitale sur les réseaux sociaux, être de vaillants apôtres en faveur de la paix, en faveur de la cohésion. Et je pense que la nation se porterait mieux si tous ces jeunes se mobilisaient en faveur du bien. Alors, on le dit, le temps de carême est avant tout un temps de recueillement, de reconnexion à soi et au Tout-Puissant. Mais vous, en tant que prêtre chrétien catholique, vous ne perdez pas de vue la notion de la citoyenneté, de l'amour de la nation. Alors, à l'instar de vous, ou pourquoi pas précisément vous-même, en quoi est-ce que vous contribuez à inculquer cet amour-là pour renforcer, je dirais, l'amour de la nation? Alors, en tant que leader religieux, nous avons une grande responsabilité. Et ça, nous en sommes très conscients. Tout leader religieux est comme quelqu'un qui joue sur une scène que beaucoup de spectateurs, que tous les spectateurs, justement, regardent. Tous les regards sont convergés vers les leaders religieux. Absolument. Donc, nous sommes d'abord tenus à être des modèles, des exemples. Et en plus de cela, en tant que leader religieux, nous avons l'impérieux devoir de former les consciences. La formation des consciences, c'est tellement important. Absolument. Et nous devons le faire à temps et à contre-temps, comme le recommande la parole de Dieu. Nous devons sensibiliser. La parole de Dieu nous demande d'aimer notre nation. C'est cela. La parole de Dieu nous demande d'aimer, par exemple, notre nation. Et en tant que leader religieux, nous devons être des modèles et nous devons justement impulser ce souffle à tous ceux que nous drainons derrière nous. Nous devons leur communiquer cela, ces valeurs-là. Nous devons être également des éveilleurs de conscience. Nous devons former ces consciences-là. Nous devons promouvoir le dialogue interreligieux. Nous devons poser des actes en faveur de la paix. Nous devons refuser tout discours de diffusion et sensibiliser
en faveur de cela. Nous devons, en tant que leaders religieux également, servir de médiation en cas de tension. Oui. Quand les tensions, par exemple, s'observent, les leaders religieux viennent comme un peu ceux qui appellent au calme, ceux qui apaisent, ceux qui proposent également des actions concrètes pour une sortie de crise. Donc, en tant que leader religieux, notre devoir est si grand et nous devons en être conscients à tout moment. Nous devons être capables justement d'apporter un plus pour cette cohésion tant recherchée. Absolument. Et est-ce qu'il vous arrive de collaborer peut-être avec des organisations de la société civile afin d'obtenir peut-être un soutien d'une façon ou d'une autre dans, je dirais, l'exercice de ces activités-là en faveur de la nation? Alors, bien sûr, l'Église, par exemple, est avec tout le monde. L'Église dialogue avec tous. L'Église est ouverte à tous. Et donc, dans cette dimension-là, l'Église a le devoir de dialoguer avec les sociétés civiles, de dialoguer avec les hommes politiques également, avec l'État. L'Église dialogue avec le peuple à travers les homélies, par exemple, que nous faisons. C'est une manière de communiquer avec le peuple, évidemment. Donc, l'Église dialogue avec tous. Et justement, dans ce rôle, dans cette mission prophétique, l'Église a beaucoup à faire. On attend beaucoup d'elle. L'Église essaie d'apporter le maximum possible pour que justement notre société se trouve mieux. Donc, l'Église n'a même pas le droit et n'a d'ailleurs aucun intérêt à être partisane. L'Église ne se ferme pas du côté, ou bien ne se range pas du côté d'un parti, par exemple. L'Église est appelée à être avec tous et à tendre la main à tous chaque fois que cela s'avère nécessaire. Et c'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup, mon père. Nous allons vous raccompagner, mais avant, nous allons recueillir de vous quelques recommandations pour les chrétiens catholiques qui vous suivent en cet instant pour que le jeûne, le carême, puisse bien se dérouler. Alors, le temps de carême est souvent perçu comme justement juste une période de 40 jours pour les chrétiens, 30 jours pour les musulmans, où on doit faire un surcroît d'efforts. Mais au-delà de ça, je voudrais que nous allions plus loin. Et c'est cela, justement, la recommandation fondamentale. Elle est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Maintenant encore, oracle du Seigneur, c'est dans 2 Joël 12 et 13. Maintenant encore, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Et en plus de cela, Isaïe 58, les versets 6 et 7 nous dit, « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches des injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri. » C'est-à-dire la recommandation fondamentale qui se base sur cette parole de Dieu nous dit de revenir à Dieu de tout notre cœur dans une démarche de conversion véritable, que ce ne soit pas seulement du formalisme, mais que ce soit vraiment un acte concret qui puisse transformer nos cœurs pour toujours, que cela ne s'arrête pas à ce carême, mais que notre vie totale soit transformée par la lumière du Christ. Merci, merci beaucoup, mon père. Donc, le père Anissé Nyanvi, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin, avec vous. Il était question de parler du carême et de la mobilisation citoyenne. Nous avons vu quel apport cela peut apporter à la stabilité nationale. Je vous raccompagne et on prend congé de vous pour installer un autre plateau. Il s'agit bien sûr de Instant Santé. Merci. On s'intéresse dans Instant Santé à un domaine, à la fièvre typhoïde, ce mal pernicieux qui peut s'avérer préjudiciable. Il est important de la traiter avant de commencer le carême. Comment procéder? On le découvre tout de suite avec Christelle Tongodo. Madame, monsieur, bonjour.
Avez-vous mal à la tête, des douleurs musculaires, une fièvre persistante ou des vomissements? Et si vous souffrez de la fièvre typhoïde? Dans Instant Santé d'aujourd'hui, on s'intéresse à cette maladie infectieuse. Ses causes, ses conséquences, les moyens de prévention, tout sera passé au peigne fin avec notre invité du jour. Alors aujourd'hui, avec vous, on parle de la fièvre typhoïde. Exactement. Dites-moi s'il vous plaît, quels sont les signes qui permettent de dire que l'on souffre de la fièvre typhoïde? Il y a la fièvre qui est prolongée, avec une fièvre supérieure à 39 qui dure de plus de 72 heures déjà. Mais à côté, la fatigue qui va accompagner, les vomissements qui vont accompagner, les douleurs au niveau abdominal. Mais à part ça, il y a la diarrhée qui peut survenir également. Peut-on avoir la fièvre typhoïde sans faire de la diarrhée? Oui, on peut faire la fièvre typhoïde sans pour autant faire la diarrhée. Et c'est même fréquent dans notre contexte. On reçoit des patients qui vont venir avec une symptomatologie, nous dirigeant vers un paludisme. Et c'est lorsqu'on initie le traitement du paludisme et que cela ne répond pas, la fièvre persiste, qu'on se dit, ah, est-ce que vous redoutez la fièvre typhoïde? Nous savons que dans la plupart des cas, en parlant bien évidemment des maladies infectieuses, la fièvre représente l'une des manifestations. Comment déterminer la fièvre de la fièvre typhoïde et celle du paludisme? Est-ce que c'est la même chose? Quand nous prenons le paludisme, la fièvre au niveau du paludisme, c'est une fièvre qui est brutale. Alors que dans la fièvre typhoïde, la fièvre de la fièvre typhoïde, c'est une fièvre qui est progressive. Et également dans le paludisme, cette fièvre, elle est intermittente. Et quand je viens dans notre contexte, et lorsqu'on reçoit un patient, déjà, devant toute fièvre, on pense au paludisme. Et lorsqu'on initie le traitement du paludisme et qu'on n'a pas de réponse, là, nous pensons à une fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Comment la bactérie responsable justement de cette maladie infectieuse pénètre-t-elle l'organisme humain, docteur? La bactérie responsable de la fièvre typhoïde, déjà, elle pénètre dans l'organisme à travers la bouche. Et quand je parle de la bouche, c'est à travers des aliments qui sont contaminés ou de l'eau qui n'est pas potable. Y a-t-il des comportements qui amplifient le mal lorsqu'on n'y prend pas garde? Si oui, quels sont ces comportements-là? Oui, quand je prends le cas des enfants par exemple, lorsque les enfants font les selles, ils n'ont pas ce réflexe-là de te laver la main. Ce qui fait que facilement, ils viendront prendre de la nourriture et ingérer. Là, surtout ceux qui a sensibilisé, c'est plus les enfants. Et selon nos données de 2019 réalisées au Bénin, déjà, on voit que la moyenne de ceux qui contractent la fièvre typhoïde au Bénin, c'est les enfants de moins de 15 ans. Et qu'ils ne se lavent pas les mains et qu'ils touchent une surface, ils laissent les germes. Raison pour laquelle, dans les mesures de prévention, on va vous parler des règles d'hygiène, on va parler des aliments bien cuits. Alors pourquoi certaines personnes tombent malades alors que d'autres exposées au même environnement ne le sont pas? Ici, certaines personnes peuvent être exposées et mieux résister. Pourquoi? À cause de leur immunité. Mais à part l'immunité qui intervient, il y a également l'âge. À part l'âge également, il y a également la quantité de bactéries ingérées. Quand vous parlez d'immunité, qu'est-ce que vous y mettez précisément? L'immunité, c'est en quelque sorte les éléments de l'organisme qui luttent contre les bactéries. Autrement dit, la capacité de l'organisme à résister aux microbes. Exactement. Quand nous prenons le côté immunité, ça peut être naturellement génétique, mais également l'on peut renforcer son immunité à travers une bonne alimentation, à travers le sport. Pourquoi la fièvre typhoïde revient-elle souvent chez certaines personnes, docteur? Soit le patient n'a pas bien suivi le traitement, soit le patient a bien suivi le traitement, il est même guéri, mais retourne dans
les habitudes qui ont entraîné la maladie. Et comme on l'a dit, les règles d'hygiène toujours. Quels sont les risques lorsqu'on traite une fièvre à l'aveugle? Oui, ici, l'automédication, on le dit et on le dira toujours, faire une automédication, c'est de faire une erreur diagnostique. Dans ce cas-là précisément? Dans le cas de la fièvre typhoïde, déjà, la personne peut ingérer des antibiotiques qui ne correspondront pas à la prise en charge de la fièvre typhoïde. Et donc, ça augmente les résistances chez la personne. Il y a des complications redoutables. Et sans vouloir choquer, on parle de perforation digestive. Si la personne continue dans l'automédication en cas de fièvre typhoïde, la fièvre typhoïde peut se compliquer d'une perforation, ce qui peut même conduire au décès. Malheureusement, ce qu'on ne souhaite pas, et c'est tout l'intérêt justement de ce plateau-là. Les aliments de rue sont-ils toujours à risque ou il existe quand même des conditions de sécurité? Il existe toujours des conditions de sécurité. Lorsqu'on veut payer les aliments de rue, il faut faire attention. Est-ce que les règles d'hygiène sont respectées? Est-ce que la vendeuse ou le vendeur prend soin de ses mains, lave les mains avant de me servir? Je dois faire attention à tout ça. L'eau qu'on me sert, est-ce que c'est potable? Il faut toujours faire attention à ça. Les aliments servis également, est-ce que ces aliments sont bien cuits? Toujours faire attention. Qu'est-ce qui distingue une fièvre typhoïde d'une simple infection digestive? Une fièvre typhoïde d'une simple infection digestive, il faut savoir qu'une simple infection digestive, elle va durer 48 heures, 72 heures. Mais dans la fièvre typhoïde, les signes digestifs qui apparaissent vont prendre une semaine environ. On est dans la période de jeûne. Est-ce qu'un sujet malade peut-il jeûner sans dégrader sa santé? Un sujet qui fait la fièvre typhoïde, s'il décide de jeûner, indirectement, c'est d'arrêter le traitement. Et arrêter le traitement, c'est de laisser la maladie évoluer. Je conseillerais qu'un sujet malade qui fait la fièvre typhoïde suive le traitement de la fièvre typhoïde, soit le jeûne temporairement, et après un bon rétablissement, peut continuer son jeûne. Pourquoi je l'ai dit? Quand on prend la fièvre typhoïde, on a dit que la fièvre typhoïde, à des moments donnés, est suivie de vomissements, de diarrhée et de fatigue intense. Qui dit vomissement, diarrhée, nous parle d'une déshydratation. Déshydratation et jeûne, ça ne va pas de pair. Donc, autant mieux suivre le traitement du médecin, bien s'alimenter et après 5 à 7 jours, le traitement est déjà terminé, on peut retourner à notre jeûne. Il n'y a pas de solution alternative quand même pour permettre justement à ces personnes-là de continuer de poursuivre leur jeûne. Puisque vous parlez de déshydratation, prendre de l'eau et des jus de fruits ou peut-être des fruits entiers pour atténuer l'effet des antibiotiques. Non, moi là je conseille toujours à ce qu'on soit le jeûne et qu'on fasse un bon traitement pour un meilleur résultat. Je préfère avoir un patient à la fin en bonne et due forme que de tâtonner dans le traitement. Quel est le traitement adapté à la fièvre typhoïde? Déjà, côté diagnostic, le diagnostic est biologique pour confirmer cela. Et on fait ce qu'on appelle la coproculture qui permet d'isoler la bactérie. Et le traitement maintenant, c'est des antibiotiques qu'on donne qui iront maintenant contre cette bactérie. Le traitement se fait sur combien de jours et est-ce qu'il y a risque de récidive? Le traitement se fait sur 5 à 7 jours. Déjà 5 à 7 jours, on a un bon résultat. Mais si après guérison, le patient retourne dans ses habitudes qu'il avait fait tomber malade, il risque de revenir avec une récidive. Et en cas de récidive? En cas de récidive, nous allons analyser voir est-ce que le patient il a réellement bien pris son traitement ou est-ce qu'il a bien pris mais est retourné dans ses mauvaises habitudes. Et donc si tel est le cas, on essaye de conseiller le patient du point de vue hygiène. Rappelons rapidement les facteurs de risque de la fièvre typhoïde. On a
l'hygiène surtout. À part l'hygiène, on a les aliments bien cuits qu'il faut manger pour éviter la fièvre typhoïde. À part ça, quand nous prenons toujours dans les aliments, il y a les fruits, les légumes, qu'il faut faire très attention. S'assurer que tout est lavé et bien propre. Et je vais terminer par l'eau. S'assurer qu'on prenne de l'eau potable et non de l'eau de puits non traitée. Est-ce que la fièvre typhoïde peut affecter la vie scolaire ou professionnelle d'un patient? Oui, surtout quand nous prenons la vie scolaire, ça peut affecter énormément, comme la vie professionnelle. Et déjà, la fièvre typhoïde peut conduire à une hospitalisation. Également, ça peut entraîner l'absentéisme. Mais à côté, au vu de la fatigue qui accompagne la fièvre typhoïde, chez l'enfant, ça va diminuer en quelque sorte la concentration de l'enfant à l'école. Et pour finir, à quel moment doit-on immédiatement se rendre à l'hôpital, docteur? Dès lors que nous remarquons que l'enfant ou l'adulte nous fait une fièvre de plus de 39 degrés, qui est prolongée, 48 heures déjà, il faut penser à consulter. Je prends un exemple très fréquent. L'enfant, il fait une fièvre à 39 et la maman donne du paracétamol. Ça se calme. Le lendemain, la fièvre revient comme si de rien n'était. Elle donne encore du paracétamol et continue dans ça. Non. Déjà, à partir de 48 heures, il faut commencer déjà par alerter. Il faut déjà aller voir son médecin pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Également, respecter les mesures d'hygiène. Il faut s'assurer que les aliments qu'on paye au bord des rues, en quelque sorte, soient dans les normes d'hygiène. Est-ce que celle ou celui qui me sert prend le soin de son entourage, de son environnement de travail? Est-ce que cette même personne-là, avant de me servir, est-ce que les mains sont des mains propres? Il faut faire attention à tout ça. Et pour terminer, il faut savoir que rapidement signaler veut dire une bonne prise en charge. Également, il y a des formes silencieuses, comme je l'ai dit, des porteurs sains. Si on a affaire à un porteur sain, il aura la fièvre typhoïde sans manifester la fièvre typhoïde. Mais à chaque fois qu'il ira à la selle et qu'il ne va pas se nettoyer les mains, partout où il touchera, il va nous déposer le germe. Comme vous venez de l'entendre, consommer des repas chauds et bien cuits et maintenir une bonne hygiène des mains sont les clés pour endiguer le mal. Merci à vous donc, Christelle Tongodo, pour ce petit reportage assez instructif. Bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer. Quel plaisir de vous avoir avec moi. Le plaisir est toujours partagé en tout cas. Vous êtes aux couleurs. On est pratiquement nous sommes en harmonie. En harmonie, ben oui, ça passe bien. Ah, ça passe très bien. Alors la fièvre typhoïde, rapidement, avant de passer à votre rubrique, c'est un mal quand même qui guette tout le monde. Et c'est important de traiter ça. Je me souviens avoir souffert de ça déjà 2 fois de suite. J'en ai souffert une fois également. Ah ben, c'est du lourd, hein? Ah oui. Vous avez mal partout, donc, et on est très affaibli. Très affaibli. Donc je me demande, comme l'a dit le médecin, est-ce qu'on est obligé de faire le jeûne quand on se sent malade? Et puis, je pense que nos religions nous le permettent. Hein. Absolument. Les malades ne font pas le jeûne, tout comme les enfants. Exactement. Donc je pense que quand on peut s'en passer. On peut s'en passer. Mais quand on y tient, voici les précautions à prendre lors du traitement. Et il faut toujours faire attention vraiment pour ne pas avoir la fièvre typhoïde. Absolument. C'est dans la prévention qu'on arrive à s'en sortir. Merci beaucoup au docteur donc, pour ces conseils très avisés. On plante à présent le décor pour Portrait tout de suite. Ghislaine Adimi, nous allons à la découverte d'une athlète béninoise. Absolument, une athlète pas n'importe laquelle. Hein. Absolument. En tout cas, elle va vous donner du fil à retordre dans les neurones, comme on le dit souvent au plan sportif. De toute façon, on parle du sport aujourd'hui. Une athlète gymnaste, c'est bien ce qu'on dit?
pour appeler ceux qui pratiquent la gymnastique. Parce que là, on veut parler de la gymnastique. Est-ce que vous savez que j'ai été gymnaste? Bon, je savais pour le handball, mais... Ben oui, le handball m'a volé à toutes les autres disciplines sportives. La gymnastique, j'ai essayé quand j'étais au collège. Très ben vous aurez dû continuer. Mais c'est vrai que c'est de toutes les disciplines, c'était la moins... elle était un peu douce, la gymnastique à l'époque des filles. Elle n'était pas trop... on ne se gênait pas beaucoup. Mais ça se voit que vous aurez dû continuer, vous allez comprendre que la gymnastique n'était pas aussi facile que ça. Ah bon? Ah, absolument, c'est un sport complet, comme va nous le dire tout à l'heure l'athlète que Karamata Gbatao est allé rencontrer. On suit rapidement l'élément et on revient parler avec notre invité qui est un coach en gymnastique. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Allons tout de suite d'abord voir notre athlète. Sur le tapis de gym, Reine Oussou enchaîne les mouvements. Souplesse, précision, maîtrise. Chaque geste semble défier la gravité. La gymnastique, pour elle, est bien plus qu'un sport. C'est une discipline de rigueur, une école de patience, un langage du corps. Pour faire de la gymnastique, il faut être tonique, à la fois tonique et à la fois souple. Il faut avoir les mélanges des deux. C'est pour ça qu'on dit souvent que la gymnastique est la mère de toutes les disciplines. Bon, la gymnastique aérobique, c'est l'ensemble d'éléments, de séquences. Et on fait tout ça sur une musique d'1 minute 20 ou 15. Et on appelle ça une routine. Quand tu prends ta musique, tu travailles les éléments, les séquences qui sont au nombre de 9 séquences, 10 éléments, créativité, coordination. Tout ça doit faire partie des 1 minute, 10 secondes de musique. Elle se démarque. Sa souplesse impressionne, son sens artistique captive et les titres nationaux tombent les uns après les autres. En 2022, elle franchit un cap majeur, vice-championne. L'UACS organisait des compétitions scolaires, ce à quoi nous, on participait. Et à chaque fois, plusieurs fois j'ai essayé, je n'ai pas eu de médaille. Mais je ne me suis jamais découragée. Mais derrière les performances, il y a une réalité plus discrète. Des heures d'entraînement, des douleurs et des sacrifices. Mais surtout, un soutien familial sans faille. Ma mère avait vraiment confiance en moi. Elle a toujours confiance en moi. Cette confiance qu'elle a eue en moi m'a permis de ne jamais perdre espoir. Parce que j'ai vécu énormément de trucs. Mais aujourd'hui, je suis encore debout et j'en suis fière. Et je la remercie énormément parce qu'elle m'a toujours soutenue. Désolée de dire ça. Reine Oussou ne collectionne pas seulement des médailles. Elle construit jour après jour un parcours fait de passion, de persévérance et de détermination. Un parcours qui dépasse le cadre sportif et qui inspire. D'emblée, je tiens à présenter mes excuses. Alors, mes planches de discipline n'ont rien à voir avec ce qui se fait par la professionnelle. Là, tu as compris. J'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris. Voilà, c'est pourquoi j'étais là, c'est qu'on voit ensemble l'élément et te poser la question de savoir est-ce que tu penses toujours que la gymnastique est le sport le plus facile? C'est pas du tout ce que je pensais. Peut-être que c'était pour nous donner un petit goût, un petit aperçu au collège, mais là, quand même, ça envoie du lourd. Hein. Et pourquoi tout à l'heure, tu me disais qu'on dirait que Karamata et moi, on était destinés au sport? En fait, je sens que vos destinées sont liées au sport parce que Ghislaine, handballeuse, Karamat, volleyeuse, et qui s'intéressent toutes deux à présent à la gymnastique. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait demi-tour. Toi, bientôt, tu me diras qu'on a un destin à la cuisine aussi, hein, puisqu'on se retrouve aussi devant les repas. Bon, en tout cas, déployer tous vos talents, c'est ce qui est souhaité d'ailleurs. Ben voilà, on vient de découvrir une athlète hors pair, Reine Oussou.
Et nous avons avec nous sur ce plateau celui qui l'accompagne, Innocent Yaka, il s'appelle, c'est son coach. Bonjour coach. Oui, bonjour madame la journaliste. Déjà, quand on parle de coach, c'est quoi déjà un coach? Bon, un coach, c'est quelqu'un qui connaît son métier, quelqu'un qui connaît les athlètes, et ce qu'il faut pour que l'athlète puisse aller à un niveau donné. Alors, donc, comment on découvre qu'un athlète a du potentiel pour telle ou telle discipline? Comment est-ce que vous avez pu découvrir le potentiel de Reine Oussou? Bon, en tant que coach et en tant que professeur d'EPS, nous, quand on voit quelqu'un, on voit ses mobilités, ses habiletés. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire sa découverte en 2017, où j'étais par exemple au collège, je voyais ce qu'elle faisait en souplesse et autres. Et je me suis approché d'elle pour dire, bon, Reine, tu peux aller loin. Est-ce qu'on peut t'accompagner à la fédération? C'est comme ça qu'elle a accepté et on a commencé le chemin ensemble. Ah ouais, c'est bizarre. Tu sais que c'est comme ça, on m'a aussi déniché pour le handball. Oui. Moi, je faisais la gymnastique au collège. On m'a même surnommé la gazelle du CG à Boumé. Attention pour ceux qui me connaissent. Mais bizarrement, ils sont venus me demander de faire du handball. Ben, je n'ai pas refusé. Et me voilà aujourd'hui, j'ai laissé l'athlétisme. Et quand je vois Rennes, j'ai envie de retourner. Le handball, il vous va très bien, ça dit en passant. Donc, vous n'avez pas du tout fait le mauvais choix. Alors, coach, parlez-nous un peu de Reine, de son évolution. Comment est-ce qu'elle est arrivée à devenir aujourd'hui pratiquement une icône? Reine Oussou, c'est une gymnaste qui faisait que le championnat scolaire, ce que le ministère organisait en temps. Et je l'ai vue plusieurs fois au championnat. Et quand on m'a fait de boycott pour Cotonou, on préparait un championnat d'Afrique en 2018. Donc, il fallait faut faire une sélection au plan national. Ouais. Ce qui m'a amené à sillonner les collèges, les zones où les gens pratiquaient la gymnastique. J'ai fait sa découverte. Ils étaient au nombre de 3. Il y a Amdivi qui a été plusieurs fois championne d'Afrique. Okay. Donc, j'ai pris les 3 ensemble, on n'a quand même pas travaillé. Vous les avez pris de quel département déjà? Dans l'Atlantique, au CEG à Kassato. Ok, d'accord. Donc, on a commencé le travail 1 an après. On devait aller au championnat d'Afrique. Mais dans la sélection, on n'était pas retenu parce que ce qu'on voulait, il y avait d'autres choses qu'elle devait compléter. Donc, elle n'était pas sélectionnée pour la compétition. Et ce qui m'a fait plaisir, elle m'a dit, coach, je vais revenir forte dans 2 ans. Wow. Ah oui. Il a dit, OK, donc on a travaillé, on est revenu du championnat, on a continué par travailler et il était sur la liste pour le championnat 2020. Et quelques temps après, je ne la voyais plus en entraînement. Après, elle m'a appelé des coachs, j'aimerais vous parler. Il y a quoi? Elle me dit, coach, vraiment, je suis enceinte. Oh. J'ai dit, ben, félicitations. Elle me dit, coach, je ne veux pas fâcher. Elle dit, non, je ne me suis pas fâché, c'est quelque chose que tu as, c'est un trésor que tu as. Donc, c'est bon, je t'encourage. Donc, ne perds pas l'espoir. Donc, elle a accouché. Elle est revenue encore à l'entraînement des coachs. Mon rêve doit être réalisé. Wow. Ah, moi, c'est comme ça, elle a repris encore l'entraînement et on ne dirait même pas qu'elle avait accouché. Et c'est comme ça qu'elle a été sélectionnée en 2022 pour le championnat à Sharm el-Sheikh en Égypte, donc où elle a décroché une médaille en trio avec Rodrigue Aïssou. En tout cas, Reine, si tu nous suis, vraiment, bravo. On l'a préparée encore pour 2024 quand elle a déposé son dossier pour les volontaires de JO 2022 en France. 24 en France, où elle a été retenue. Donc, elle a été fait 6 et 8 mois en France, ce qui a fait qu'elle n'a plus continué dans la sélection pour le championnat 2024. Okay. Donc, on la prépare maintenant pour le championnat 2026. Okay. On verra si elle aura sa place dans la sélection. Quand le coach dit on verra si elle a sa place dans la sélection, est-ce que le coach même y croit? Oui, j'y crois, parce qu'on a plusieurs gymnastes, on a plusieurs personnes qui se font révéler de jour en jour. Donc là où nous-mêmes nous sommes, nous ne pouvons pas dire qu'on peut faire confiance à telle personne, on fait confiance à tout le monde. D'accord. Donc c'est le jour J, on verra qui il faut choisir réellement pour représenter le pays et ramener des médailles. Ce n'est pas seulement aller participer et revenir, mais c'est aller et gagner.
Aujourd'hui, vous avez combien de pépites comme ça Bon, dans votre calepin? on a plus d'une vingtaine, puisque en gymnastique aérobique, on a des jeunes de 12 à 14 ans, les juniors de 15 à 17 ans et les seniors. Okay. Et dans chaque catégorie, on a les individuels, man et woman, on a les mispairs, les trios, les groupes qu'on prépare. Et nous avions même un camp d'entraînement pendant les coins de détente, puisque le calendrier scolaire fait défaut. Donc les cours de 7h à 19h nous empêchent à travailler rigoureusement dans la semaine, parce que pour un entraînement de haut niveau, il faut au moins 30 à 42 heures par semaine. Donc nous ne faisons pas. Donc on utilise les congés pour au moins faire des camps d'entraînement et travailler plus avec les enfants. Alors, oui, de la gymnastique, c'est de quel âge à quel âge? Je veux savoir si Jennifer et moi on a encore de la chance. Oh là là. Bon, la gymnastique, c'est à tout âge. Même à 50 ans? Comme vous avez dit que vous avez commencé la gymnastique au collège, oui. La gym, c'est à tout âge. On a 8 formes de gymnastique. Okay. Et il y a une forme de gymnastique que vous pouvez pratiquer, la gymnastique pour tous. Okay. C'est pour tout le monde, c'est adapté à tout âge. Est-ce que Jennifer aime ça? Ce qui ne demande pas beaucoup. Absolument. Là, voilà, là, les gymnastiques du collège. Elle aime être tranquille, elle est douette. Ok, d'accord. Mais on ne peut plus compétir, on ne peut plus aller dans Non, mais il y a Gym for Life, Gymnastrada, qui se réalise dans des pays donnés. Et quand un pays participe, c'est de 2 jusqu'à 100, ça dépend du budget du pays. D'accord. Et ce n'est pas aller gagner de médailles, mais juste aller montrer sa culture. Et ça, Jennifer et moi, on peut faire ça. C'est dans une ville, on choisit, on va avec des sons, une musique donnée, on fait la découverte de notre pays, on montre que oui, que c'est les dames, on montre que c'est la Gaudier. Okay. Ah ouais, donc, Gaudier. Bien d'accord. Donc, on montre ce qu'on fait réellement dans notre pays. En 2019, on a été invité pour le Gymnastrada, mais faute de moyens, on n'a pas pu participer. Ah, il faut l'organiser pour la prochaine compétition. On doit y aller. On cherche des moyens, des soutiens pour au moins faire révéler le Bénin. D'accord. En tout cas, bien sûr, j'avais une question. Quand je vois toute la passion que déploie Rennes, je me pose une seule question. Est-ce qu'elle peut en vivre? Est-ce qu'une athlète peut vivre de ce métier-là? Oui, aujourd'hui, le ministère fait beaucoup pour accompagner les enfants dans ce sens. Parce qu'à beaucoup d'événements, le ministère donne des bourses aux enfants. Seule la fédération ne peut pas faire grand-chose. Et avec l'accompagnement du ministère, je pense que les enfants peuvent faire carrière dans ce métier. Et ce que nous, on leur demande souvent, ce n'est pas seulement s'adonner à 100% au sport, il faut aussi que l'étudiant accompagne. Parce que nous qui sommes ici, si on essaie de donner à 100% au sport, peut-être on n'en serait pas ici. C'est parce qu'on avait un métier qu'au moins on jumelle les deux ensemble. Vous êtes professeur de sport déjà? Je suis professeur de sport et j'interviens à l'INCHEPS. Je suis aussi doctorant en physiologie de l'effort. Et puisque vous accompagnez Rennes, on peut savoir dans quelle autre profession elle s'est investie? Bon, elle fait la danse. Elle fait la danse. Elle est une danseuse professionnelle. Elle fait du salsa. Elle fait beaucoup de démonstrations. Elle reste dans son domaine. Elle fait aussi coaching sportif à domicile, dans les salles de gym. Donc, elle se débrouille pas mal pour trouver les moyens qu'il faut pour accompagner sa famille aussi. Puisque son papa ne vit pas, elle est avec sa maman et son enfant. D'accord. Ce que j'ai regretté dans l'élément, c'est de ne pas voir Karamat en train de s'exercer. Karamat Tagbataou, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais bien voulu. Elle va nous répondre. Il faut qu'elle nous explique. Il faut qu'elle nous explique. Je reviendrai ici dire ce qu'elle a donné comme explication. S'il le faut. Ah oui, elle disait quoi déjà? Elle dit qu'elle se consacre au volley. En direct sur ce plateau. Alors, coach, merci déjà pour ce partage. Aujourd'hui, les jeunes filles qui suivent Rennes Oussou auront sûrement envie
de faire de la gym ou de s'adonner à une discipline sportive. Vous, quel conseil vous leur donnez? Bon, je vais demander à tous ceux qui aiment la gymnastique de continuer, puisque au collège, nous donnons les b.a.-ba aux enfants. Quand on dit l'EPS, c'est les b.a.-ba, ce n'est pas le sport. C'est les enfants qui émergent, qu'on voit que l'enfant a un talent, qu'on l'oriente dans les clubs pour pouvoir aller de l'avant. Donc, nous demandons à ces jeunes, à ces professeurs qui voient des qualités chez des filles, des garçons, de les envoyer vers nous. Nous allons travailler avec ces enfants pour le haut niveau. Et en temps, il y avait le championnat scolaire qui nous permettait de voir réellement les enfants et de voir leur qualité. Mais ces championnats ne se font plus en gymnastique. On remercie le ministère. La dernière fois, il y avait eu un événement à Parakou, Festival des sports féminins, où la gymnastique a été choisie. On a vu des enfants à Parakou, des fins fonds. On ne savait même pas que ces enfants... Vous étiez émerveillés. On était sidérés. Wow. On était sidérés et nous demandons au ministère de toujours continuer par organiser ces festivals. Ça va permettre aux enfants de se faire révéler davantage. Ça va permettre à la fédération de voir que à Kandi, à Djougou, ainsi de suite, il y a des enfants qui sont là qu'on peut dénicher pour au moins faire leur promotion. Il faut aller chez moi à Maningri aussi. Hein? À Maningri, à Lafia, on a du potentiel là-bas. Et en passe, on est en train d'organiser des camps de formation. On n'a pas encore vu des coachs là-bas qui puissent prendre des enfants après. Donc, on est en train de travailler dans ce sens. Et avec les classes sportives, on ne travaille pas sur la gymnastique? Bon, les classes sportives prennent en compte les sports collectifs et l'athlétisme. Il n'y a pas encore gymnastique. Alors que la gymnastique s'enseigne depuis le primaire jusqu'en terminale. Pourquoi ne pas faire une doléance en même temps au niveau... Je pense que le ministère est en train de travailler dans ce sens pour que la gymnastique puisse être intégrée dans les classes sportives. Je tiens à rappeler que la gymnastique est la première discipline olympique parce que créée en 1881, donc était la première discipline olympique. Donc, celui qui pratique la gymnastique peut faire beaucoup de disciplines. Quand je vois, au handball, vous avez commencé la gymnastique. Il y en a beaucoup aussi qui ont commencé par la gymnastique, qui font volleyball, hand, d'autres disciplines. Oui, donc la gymnastique, c'est une base. Ça permet de travailler avec les enfants, la coordination, la mobilité, les réflexes qu'il faut. Donc, même si l'enfant ne continue pas en gym, après, l'enfant peut exceller dans d'autres disciplines. Alors, si ma fille qui nous suit ce matin a envie de rejoindre un club de gymnastique, quels sont les clubs qui sont actuellement disponibles au-dessus du territoire? Oui, il y a un club à Kassato. Il y a un club au Stade de l'Amitié où moi-même je suis là, je travaille tout le temps avec les enfants. Il y a à Porte-Nouveau, il y a un club. Et au Seuil le Littoral, il y a aussi deux clubs. Si suffit que les parents nous appellent, notre contact c'est 97 22 59 24. Les parents nous contactent, on va voir leur destination, là où ils sont, pour les envoyer vers les clubs qui existent. 97 22 59 24. Je me permets de répéter ce numéro parce que ce n'est pas une agence publicitaire. De publicité, non. Ce n'est pas un centre commercial. Vous ne vendez rien. Vous invitez les enfants à venir se faire former en gymnastique, à venir démontrer leur potentiel. Et nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'accompagnateurs, on encourage fortement cela. Mais il faut se préciser, on a parlé de filles. Gymnastique, ce n'est pas que pour les filles. C'est les garçons aussi. C'est les deux sexes. C'est les deux sexes. Donc les garçons aussi. Pas le Miss Père en gymnastique aérobique, c'est une fille et un garçon. Trio, ça peut être Miss, ça peut être même sexe. Ben, dommage, hein, je ne me suis pas habillée pour la circonstance pour une fois, hein, sinon on aurait pu. Non, on veut un geste simple avec les mains peut-être. Mais non, vous pouvez faire ça là. Je pouvais faire ça là. Ça, bravo. Mais vous savez ce que j'aimais le plus en gymnastique, je ne sais pas si c'est le même nom qu'on donne ça, le grand écart antéro-postérieur. Oui. Oh là là. Je le réussissais à merveille. Ça là, je vous l'avoue. J'avoue que j'oublie le nom, mais je sais que ça se fait comme ça. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. C'est ce que j'aimais le plus également. Et en vrai, c'est droit, c'est bien.
Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Gisèle. Innocent Merci Yaka. à vous aussi. C'était un plaisir de vous avoir et d'avoir eu toutes ces infos justement sur l'athlétisme et la gymnastique. Je suis obligée de prendre congé de vous, Ben Gisèle. oui, On se retrouve demain avec le Demain. même plaisir. Vous cédez place donc à Patrick Diossou dans Événement à la Une. Ce sera juste après ceci. Merci beaucoup. Événement à la Une s'intéresse aujourd'hui à une thématique assez intéressante. On parlait de carême musulmans et chrétiens. Nous allons rester dans ce carnaval-là, n'est-ce pas, Patrick? Bonjour. Oui, bonjour Jennifer Sativi. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Oui. j'ai un peu planté le décor. On parle du Oui. carême, n'est-ce pas? On va parler du carême. On a déjà eu le prêtre qui a parlé Oui. du carême, qui a parlé du carême Et de la catholique et cohésion de la sociale. cohésion sociale par rapport à ce carême. Nous allons parler du carême, mais replanter le décor du carême par rapport à la scolarité. D'accord. Le carême et les enfants. Le carême catholique, le jeune musulman et les élèves, surtout ceux qui sont en classe d'examen. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils doivent jeûner. Est-ce Comment qu'ils doivent doivent-ils jeûner? Voilà, et voir si le jeûne peut leur permettre de réussir dans leurs études, si le jeûne peut leur permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, si le jeûne peut leur permettre d'avoir les rudiments pour Absolument. être au top par rapport à leur examen. Et pour en parler, nous avons le psy maison. Le psy maison. André Alironou, bonjour. Bonjour, Monsieur Ali Rodou. Alors, d'abord, pour le psy, qu'est-ce qu'on peut appeler carême et jeûne? S'il faut que le psy puisse définir le carême et définir le jeûne. Est-ce que jeûne est forcément un carême? Question. Bon, si je me refais un peu à tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on nous enseigne, on peut dire déjà qu'il y a une légère différence déjà entre le carême et le jeûne. Mais en plus de cela, selon aussi la religion. Parce que le jeûne, le carême et le jeûne musulman n'est pas le carême et le jeûne chrétien. Et donc, oui, le carême, pour moi, c'est une période définie par une confession religieuse qui limite dans le temps une certaine observance. Une certaine observance pour pratiquer tout ce qu'on va appeler pénitence, charité, comment dire, bon, tout cet ensemble-là. Des vertus pour pouvoir, comment dire, exprimer ou extérioriser un peu plus sa foi. Mais le jeûne, pour moi, est une décision, pour ne pas dire est une période, est un moment qu'on choisit personnellement pour se rapprocher un peu plus de l'être qu'on a appelé l'être divin dans sa créativité, dans sa conception, dans son interprétation. Je me dis, il y a quelqu'un au-dessus de moi et de tout. Donc, j'ai besoin d'une certaine divinité où je suis dans une relation divine, donc je vais vers cette personne. Et pour ça, il y a des objectifs qu'on se fixe. Donc, c'est une relation un peu plus personnelle avec ce qu'on appelle, avec son Dieu, tout simplement. Alors, je rappelle que le carême catholique, c'est une quarantaine de jours. Le jeûne musulman, c'est une trentaine de jours. 29 à 30 jours. Alors, lorsque vous parlez d'objectifs à fixer ou d'objectifs visés ou de buts visés, lorsque l'on se retrouve dans la peau d'un jeune, on sait que chez les musulmans, avant 16 ans, on n'est pas obligé de jeûner. Et chez les catholiques, avant 10 ans non plus. Mais est-ce que le jeûne peut être perçu comme un moyen pour pouvoir évacuer sa pensée, ou c'est par rapport à l'élève, par rapport à celui qui est en train d'apprendre, est-ce que c'est une obligation? Obligation, non, mais ça doit être un élan volontaire. Ça doit être un peu, je vais dire, ça doit venir
spontanément de soi. On ne doit pas obliger de quelque manière que ce soit, même pas dans la manipulation. Il ne faut même pas manipuler l'enfant à aller dans votre sens, mais plutôt peut-être le convaincre. Argumenter de sorte que l'enfant voit la nécessité de le faire. Parce que quand on parle de jeûne, comme je le dis pour moi, c'est une relation personnelle privilégiée avec son Dieu, avec un être divin. Donc, je vais dans une relation avec un objectif. Je vais demander quelque chose. Et ça, on ne peut pas me manipuler ou m'obliger à y aller. Je n'y serai plus pour moi. Donc, c'est important de ne pas obliger ou de ne pas manipuler l'enfant, mais de lui expliquer la nécessité. Et si on le dit, oui, un élève, c'est important qu'il jeûne. Qu'il jeûne parce que ça va, c'est un moment de, comme on le dit, de privilège, là, c'est un moment de concentration. Où vous avez un objectif, vous êtes fixé sur l'objectif, vous définissez les moyens pour l'atteindre. Vous êtes à l'écoute, vous êtes concentré, vous êtes présent. Et ça, stress, distraction, tout ce qu'on pourrait appeler éléments perturbateurs, vous allez pouvoir avoir une certaine maîtrise de vous-même pour pouvoir gérer tous ces moments-là. Donc c'est important pour l'enfant, mais il faut qu'il sente la nécessité, le besoin de le faire. Alors, on l'aura compris, hein, M. Ali Ronou, lorsqu'on oblige, je vais dire, lorsqu'on force un peu l'enfant à faire le carême, il n'arrive plus, il reste à jeun, tout simplement, il jeûne sans forcément intégrer la chose. Mais est-ce que lorsqu'on discute et qu'on est convaincu que l'enfant ne veut pas, est-ce qu'il faut le laisser? Vous savez, c'est déjà lorsque vous l'obligez, ça devient une punition. D'accord. Donc, dans certains cas, comme on le dit, du lever au coucher, on ne discute pas dessus. Il faut, chez certains parents, comme c'est le temps de carême, on fait la rationalisation du repas en même temps, on ne fait pas la cuisine, on ne prend pas son avis. Mais dans ce cas-là, c'est souvent difficile. Maintenant, quand l'enfant n'aime pas pour, c'est sa décision. Et comme on le dit, par exemple, chez les chrétiens, bon, on a déjà... chaque religion a défini, hein, on dit, chez les musulmans, il y a un certain âge où vous ne pouvez pas l'obliger. Vous jeûnez, lui, il fait ce qu'il veut. Chez les chrétiens, il y a un certain âge, vous jeûnez, il fait ce qu'il veut. Et mieux encore, quand on va un peu plus loin, on dit, selon ta constitution physique, selon tes réalités physiques du moment, c'est-à-dire si tu as un problème de santé, etc., on ne peut pas t'obliger à rentrer dans cette logique-là. Donc, s'il y a cette flexibilité-là, il faut l'étendre. Et comme on le dit, c'est une question de volonté. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un. Si l'enfant ne veut pas, pour aujourd'hui, laissez-le. Parce que le jeûne n'est pas défini dans le temps. Le carême, peut-être, oui. On dit 29 jours, 30 jours, 40 jours. Mais le jeûne, il peut jeûner à tout moment de l'année. Donc, si aujourd'hui, il n'est pas pour jeûner pour la période-là, laissez-le. Et peut-être trouver encore d'autres arguments pour qu'il puisse comprendre et qu'il planifie son jeûne, en fait. Oui, en parlant de planification, certains enfants, par rapport à leur, vous avez parlé de constitution physique, vous pouvez parler de conditions physiques, certains enfants, pendant cette période, dorment beaucoup. Est-ce que, est-ce que c'est déjà un moyen de pouvoir être en communication avec son entité suprême? Je ris parce que souvent, quand on est dans cette période, vous savez, ces privations de nourriture, etc., d'eau et tout ça. Donc, tout de suite, on se dit, il faut économiser mon énergie. Exactement. Donc, qu'est-ce que je fais de mieux en économisant mon énergie? En paraissant, en dormant. On refuse de réfléchir, on refuse de faire des activités, on refuse de faire ci ou de faire ça. Et donc, je pense que c'est peut-être une stratégie pour les enfants d'éviter d'aller dans le fond du sujet. Et peut-être aussi parce qu'on ne leur a pas expliqué réellement pourquoi il faut le faire. Et on est focalisé sur ça va finir quand. On commence à 8 h, je ne veux pas manger à midi, je ne veux pas manger à 16 h. On observe la montre à tout moment. Le temps de finition. Or, lorsque vous fixez des objectifs, vous êtes concentré sur ces objectifs-là. Et c'est sur ça que vous travaillez toute la période. Si bien que le temps passe, vous ne voyez même pas passer le temps. C'est ça. Donc, c'est aussi parce qu'on élabore mal cette période avec les enfants. On les laisse, c'est-à-dire c'est comme si ça leur tombe dessus malgré eux. Il faut prendre le temps de les préparer.
Nous, adultes, on a pris le temps d'aller chercher l'information, de nous positionner, de préparer la période, de prendre tellement de dispositions. Mais on impose souvent cela aux enfants. On ne les prépare pas à venir. C'est peut-être à 2 jours, à 3 jours. Est-ce que vous savez que pour les chrétiens, vous savez que demain, mercredi, là, il faut aller prendre les cendres. Pourquoi il veut aller prendre? Il ne sait pas. Par exemple, pour les catholiques, il ne sait pas. Lui, il sait qu'à midi, quand il va sortir là, il doit passer à l'église. Si on ne voit pas le signe là sur son front, il y a déjà problème. Donc, pour éviter les problèmes, je vais aller le prendre. Mais ça a quel sens réel pour lui? Est-ce qu'on le prépare déjà depuis l'année passée? Pourquoi il doit? Quand un enfant en classe d'examen, bon, ça m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup dessus. Oui. Quand un enfant en classe d'examen, c'est une période que je dis souvent aux élèves, c'est une période très propice pour se refaire, pour se concentrer, pour travailler sa mémoire, pour travailler sa concentration, pour travailler un peu ses lacunes et pour travailler aussi sur ce que j'appelle avec les comportements bouffetants. Tout ce qui est distraction autour de moi. Tout ce qui m'empêche de vraiment me consacrer à mes études. Est-ce qu'il y a des exemples de comportements bouffants? Des comportements chronophages. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler mauvais comportements que les enfants intègrent mal. Parce que quand tu lui parles de mauvais comportement, ça renvoie à une certaine accusation. Il se braque, tu l'accuses. Or, quand tu lui parles d'un comportement bouffant, qui l'empêche qui lui perd son temps, il est un peu plus réceptif. Absolument. Il se dit, ah c'est vrai, je perds mon temps en dormant beaucoup. Absolument. Mais je perds mon temps en paraissant, en procrastinant. Je perds mon temps en étant devant les écrans tout le temps. Mais quand tu lui parles de c'est un mauvais comportement d'être tout le temps devant les écrans, bon... Oui, il est braqué. Il est paresseux, il est braqué. Or, quand il perd son temps, ça veut dire, c'est important pour moi d'investir ce temps-là dans autre chose. Oui. Justement, en parlant d'autre chose, quel est l'accompagnement psychologique pour l'enfant qui va à l'examen pendant cette période? Je sais que c'est ce travail que vous faites souvent et vous avez même commencé un travail dans certains établissements. Enfin, on va finir par là. Bien sûr. C'est important déjà de se fixer des objectifs, de fixer les objectifs avec les enfants et de prendre les responsabilités dans sa préparation à l'examen. Parce que l'enfant va à l'examen, l'accompagnement psychologique prend bien en compte tout ce qu'il y a comme matériel, comme outil, comme disposition, comme environnement. Oui. C'est pas une question, la préparation psychologique d'un examen n'est pas une question de concentration, de mémorisation, d'assiduité aux études. C'est pas que ça. Il faut prendre aussi en compte l'environnement. L'enfant qui va à l'examen ne doit pas rester dans un environnement conflictuel. Où les parents sont tout le temps en train de se chamailler. Il y a du bruit tout le temps, il y a de la bagarre. Il a beau se concentrer, ça va le déconcentrer. Il va être stressé par rapport à tout ce qu'il entend, tout ce que ses oreilles enregistrent dans les échanges, j'ai envie de dire verbaux, agressifs de ses parents ou de son entourage. Donc c'est important de mettre un environnement sécurisant autour de lui. C'est important que l'enfant qui va à l'examen, qu'il ait le minimum pour apprendre. Je suis allé dans certains collèges où les enfants demandent juste le livre de maths. Si on peut avoir 5 livres de maths où on va se partager, et ça, le directeur appuie. C'est-à-dire, on n'a même pas de bibliothèque pour dire qu'on donne des exercices. Les parents n'ont pas les moyens d'acheter, mais l'école ne dispose pas de livres de maths où les enfants peuvent venir emprunter, faire des exercices. Donc, cet enfant, il ne demande pas le ciel. Non. Il demande juste qu'on mette à sa disposition le matériel pour travailler. Donc, il faut que les parents, les autorités, qu'on puisse mettre à disposition l'outil. Et aussi, on dit, l'enfant qui va à l'école, qui travaille son intellect, il a besoin de nourrir son corps. Oui, de nourrir son corps. Mais est-ce que jeûner, oui, justement, ça rejoint cette question. Oui, l'enfant qui va à l'examen, peut-il jeûner? Doit-il ou peut-il jeûner? C'est une question individuelle et personnelle. Si l'enfant décide de se priver d'un repas, qu'il prend ce moment comme un moment d'offrande, qu'il prend comme un pas, j'ai envie de dire, une préparation spirituelle. OK. Mais qu'il soit privé par manque ou par punition, là, ça devient une charge. Parce que la différence, c'est qu'il y a la nourriture, il y a la possibilité de manger, mais j'ai décidé
de ne pas le prendre. Il n'est pas stressé par cela. Il n'est pas stressé par les questions de est-ce que je peux suffisamment me concentrer, qu'est-ce que ça va avoir comme nom. Il sait qu'il y en a. Mais il peut aller vers ça à tout moment. Mais il prend la décision de ne pas le faire, donc il sait qu'il va se concentrer sur autre chose. Donc oui, l'enfant peut gêner. Ça dépend de lui. C'est à lui de prendre la décision de dire, je vais le faire, je vais le faire pendant telle période, je vais le faire pour ci et pour ça. Et comme vous le dites, le parent peut proposer. Est-ce que tu n'as pas envie de jeûner? Et voilà, c'est à lui de prendre la décision. Et d'accompagner avec lui, par exemple. Est-ce que tu gênes? Il dit oui, et ça va consister à quoi? Il va dire, bon, les petits déjeuners, je ne veux pas les prendre. Ça ne veut pas dire que pendant cette période, il fait des économies pour papa ou maman. C'est ça. Parce que c'est sa propriété. Donc si c'est 500 francs que vous lui donnez par jour qui dit, je gêne mes petits déjeuners, je ne veux pas les prendre, je vais le faire pendant la semaine. Au bout de la semaine, il faut qu'il prenne ses 2500. Ah oui. D'accord, ok. Donc ce n'est pas qu'il fait de l'économie pour les parents, il ne fait pas d'économie. mais il peut se faire de l'économie. Quand vous ne lui donnez plus ça, c'est comme si il n'a pas eu ça. Il a été obligé à ne pas le faire. Mais il a la possibilité d'avoir, où l'enfant peut prendre son argent et dire, bon, au lieu de 500, maman, je te prends 250. D'accord. Papa, je te prends 200. Parce que je vais offrir les 300 là pour ci, pour ça. Ok. Tout ça, ça s'entend et c'est lui qui décide. C'est aussi ce qu'on dit, hein, la flexibilité dans le jeune chrétien, c'est que, bon, il a la possibilité de rationner. Oui. Donc, il faut faire comprendre aux enfants déjà, surtout à ceux qui sont des apprentis, des élèves, qui ne sont pas obligés de rester dans le strict abstinence. Ils peuvent faire l'effort de rationner aussi, parce qu'ils ont besoin de nourrir le corps pour mieux se concentrer en classe, pour entendre ce que l'enseignant dira. Et aussi, l'objectif dans cette période, puisque c'est une très bonne période de mémorisation, de concentration et tout ça, de gestion de son stress, c'est aussi le moment d'aller chercher les moments de distraction, surtout quand on est en classe. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas concentré? Qu'est-ce qui fait que je perds, j'oublie vite? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un moment très propice pour surtout les enfants en classe d'examen. Parce que les questions qui nous reviennent souvent, c'est que quand j'ai l'impression de ne rien connaître, j'apprends, mais quand je suis devant les épreuves, j'oublie. Donc quand l'enfant commence par dire ça, c'est qu'il y a un stress quelque part. Voici une période pour gérer le stress. Il faut le mettre à l'aise. Hein. Voici une période pour gérer le stress, voici une période pour gérer sa concentration et tout ce qui est les distractions et tout. Oh, ça fait plaisir. Donc, la période de jeûne, de carême, période pour gérer le stress, période pour gérer la concentration, donc période pour pouvoir gérer les distractions, savoir que telle chose me distrait, telle chose ne me distrait pas, ou telle chose est chronophage, telle chose est bouffe-temps, comme vous l'avez dit. Bouffe-temps. Merci. Monsieur André Alironou. Monsieur Alironou, qui est celui qui nous montre le chemin. Absolument, toujours sur cette émission. Et merci. Merci infiniment. Donc, on retient que pendant cette période de carême ou de jeûne, l'élève, surtout en classe d'examen, peut jeûner, mais il ne faut pas le mettre dans une contrainte de jeûne. Il peut jeûner selon son bien vouloir. Et il peut le faire juste pour pouvoir quadriller tout ce qu'il a à faire, pour savoir s'il faut être trop distrait, pour pouvoir retrouver sa distraction, pour retrouver ses traits de distraction et canaliser son temps. Il le faut pour pouvoir canaliser son temps, oui. Et le temps est en train de partir. Oui, le temps est en train de partir, Patrick. Oh, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Merci beaucoup à vous et merci également à André Alironou, comme vous le disiez, qui nous accompagne beaucoup. Je vais donc prendre congé de vous pour aujourd'hui et installer un autre plateau. Oui. On se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain. Aujourd'hui, je disais, enfin hier j'avais dit boulevard. Le boulevard. Oui, aujourd'hui c'est l'avenue vers la conférence nationale des forces vives. Oui, juste quelques instants pour nous replonger avec Vivi l'International, le Colidi, le vivait, oui. Je te prie, bon Dieu. Merci à tous. Merci. Allez. Alberto, do Coridi.
Un beau boulevard donc que nous propose Patrick Diossou, moment émouvant et hommage à Vivi l'International, une artiste ne meurt jamais. Place à présent, mesdames, messieurs, à Éducation aux médias, c'est juste après ceci. De nos jours, l'intelligence artificielle n'est plus un contexte futuriste. Elle est déjà présente dans notre quotidien et intervient dans divers domaines comme l'éducation, la santé, la communication ou encore les services numériques. Mais son véritable enjeu reste son utilisation. Comment en faire un outil au service des communautés? Un projet a été initié dans ce sens. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Eudes Awanvoike, c'est bien ça, Awanvoike. Vous êtes chef projet AI pour dire Artificial Intelligence. En anglais, ça fait intelligence artificielle. Donc, bonjour déjà et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer par l'utilité, selon vous, de nos jours de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est un levier de transformation majeur. Alors, ça permet d'automatiser les tâches, d'optimiser ce que nous faisons tous les jours, d'améliorer les services publics, optimiser tout ce qui est santé, éducation et recherche d'informations. Alors, l'enjeu majeur ici, c'est l'inclusion. Oui. Vous savez, aujourd'hui, si nos langues ne sont pas représentées dans ces systèmes, nous risquons la perte de nos informations. Absolument. Et nous sommes, comment dire, nous ne serons pas présents dans le numérique de demain. Tout à fait. Voilà. Les langues sont importantes, elles revêtent de notre identité et de notre culture, mais de façon plus générale cette fois-ci, comment utiliser à bon escient, je vais dire, l'intelligence artificielle? Alors, utiliser l'intelligence à bon escient aujourd'hui, c'est que cette intelligence artificielle permet de développer des solutions concrètes. D'accord. Qui répondent à nos besoins. Aujourd'hui, nous avons plusieurs solutions qui répondent aux besoins des Occidentaux. Mais si on ne les adapte pas à nos réalités aujourd'hui, ça ne va pas vraiment répondre à nos besoins. Alors, comment l'utiliser de façon responsable aujourd'hui, c'est quoi? Il faudrait que ces données que nous collectons puissent vraiment être des données locales, que nous développons des solutions qui répondent à nos besoins. Ensuite, l'usage que nous faisons de ces données-là puisse être rendu public. Aujourd'hui, on parle de protection de la donnée. Donc, il faudrait que la communauté qui contribue à la collecte de la donnée que nous faisons aujourd'hui puisse être vraiment au courant de l'usage que nous faisons derrière. Ça entre dans l'équipe, dans la protection de leurs données. Et ça inclut également les différentes communautés qui y contribuent également. Merci beaucoup. Alors, et justement, dans ce cadre-là, vous avez initié, justement, avec votre équipe, vous avez initié un projet, le projet J'aime ma langue, qui met en avant, qui répond aux besoins, justement, concrets en ce qui concerne tout ce qui est local et tout ce qui est culturel. Et il s'agit du projet J'aime ma langue, qu'on va suivre certainement avec la complicité de la réalisation. Et nous reviendrons pour davantage parler de cela. Pour participer au projet J'aime ma langue, c'est très simple. Rendez-vous sur j'aimemalangue.bj depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro et votre mot de passe.
Sinon, remplissez le formulaire d'inscription, acceptez les conditions et cliquez sur S'inscrire. Vous recevrez un code par SMS pour accéder à votre espace. Sur la page d'accueil, cliquez sur « Je donne ma voix ». C'est un geste symbolique. En donnant votre voix, vous aidez à valoriser votre langue dans la technologie. Avant d'enregistrer, installez-vous dans un endroit calme et parlez clairement. Les enregistrements doivent durer entre 5 et 15 secondes. Les audios chuchotés, trop forts ou silencieux seront rejetés. Quand vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer ». Une fois votre voix captée, vous pouvez soit reprendre, si vous êtes peu satisfait, réécouter ou uploader votre audio en fond. Les audios de bonne qualité seront validés par des experts de la langue. Sur vos 40 premiers clips, 32 validés vous rendent éligible au programme de paiement. Et voilà, vous contribuez à faire vivre et grandir nos langues locales. Alors, on l'a vu dans le spot, le projet ainsi présenté, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, je dirais un peu plus en profondeur, de quoi il s'agit? Exactement. Alors, le projet J'aime ma langue est un projet porté par les MMD, Lacine et IDIA. Alors, c'est une initiative qui vise à collecter de la donnée vocale, notamment en Fongwe, afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui répondent aux besoins quotidiens. Alors, en donnant juste un exemple, vous savez aujourd'hui, pour prendre votre acte de naissance ou faire une demande de passeport, il faut forcément aller sur la plateforme publique. Absolument. Et généralement, qu'est-ce qu'on remarque? Tout est écrit en français. Exactement. Si ce n'est pas en français, c'est que c'est en anglais. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas le français ni l'anglais ne peut pas interagir avec ce système. Alors, nous essayons de mettre en place un système aujourd'hui où, avec la voix, la personne peut directement discuter avec le système en question et avoir satisfaction. Alors, de façon plus concrète, lorsque nous collectons ces données-là, nous avons une équipe linguiste qui se charge de traiter ces informations et une équipe technique qui collecte ces données également et crée un dataset qui nous permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à nos différents besoins. D'accord. Voilà. Alors l'objectif, si je comprends, c'est lorsqu'on accède à certaines plateformes de pouvoir peut-être, est-ce que c'est parler, faire des audios peut-être dans sa langue et pouvoir quand même avoir satisfaction? Exactement. Comme vous le remarquez souvent dans la plupart des applications, des assistants vocaux, nous voyons généralement, lorsque tu interagis avec le système dans ta langue, le système est en mesure de te répondre également. Donc, nous, ce que nous faisons, les données, le modèle que nous voulons mettre en place sera en mesure de comprendre et de traiter l'information. C'est-à-dire répondre à l'utilisateur dans sa langue maternelle. D'accord. Et quelles ont été, parce que j'imagine qu'il y a eu un travail en amont, quelles ont été les différentes phases, je dirais, de la mise en œuvre du projet? Alors, nous avons d'abord commencé par la phase de conception de tout projet, où nous avons recadré le projet, nous avons délimité les périmètres du projet. Ensuite, la seconde étape était de mettre en place une plateforme qui va permettre à la population de pouvoir contribuer. Et ensuite, lorsque ils contribuent, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une équipe linguiste qui se charge, dans un premier temps, de valider la donnée collectée. Nous avons une autre équipe qui se charge de faire la transcription de cette donnée que nous avons collectée et une troisième équipe qui se charge de valider les différentes transcriptions. Alors, une fois que tout ça c'est fait, nous avons une équipe technique maintenant qui récupère ces données traitées et validées pour pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui vont bientôt répondre à nos différents besoins dans nos langues maternelles. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez de contribution. Comment est-ce que je dirais, comment est-ce qu'on peut contribuer, moi, en tant qu'individu, en tant que citoyenne, comment est-ce que je peux contribuer? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure sur le spot, il suffit juste d'aller sur la plateforme j'aime ma langue.bj. Il y a un formulaire où vous remplissez avec vos informations. Bien évidemment, vos informations qui sont renseignées sont anonymisées. La seule chose que nous utilisons, ce sont vos voix. Alors, une fois que vous remplissez les informations, vous tombez sur la page d'accueil de notre solution. Il y a un bouton « Je donne ma voix ». Vous cliquez sur le bouton et vous commencez à contribuer. Alors, ça se fait généralement sous deux angles. D'abord, les audios durent entre 5 et 15 secondes. Et généralement, lorsque vous êtes sur la plateforme, vous voyez des phrases qui sont écrites
en français. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est de les traduire en fongwe. OK. Ou vous avez des images. Pour les images, il s'agit de décrire le contexte. Oui. Vous vous mettez dans le contexte de l'image et puis vous dites ce que l'image vous inspire. D'accord. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous uploadez directement vos audios sur la plateforme. Et comme je l'ai dit, nous, derrière, il y a une équipe qui se charge de pouvoir traiter ces différents audios. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu d'autres. J'ai vu par exemple le Wolof. Apparemment, vous n'avez pas voulu vous concentrer uniquement au Bénin. Non, ce ne sera pas uniquement au Bénin. D'abord, nous sommes en phase pilote, il faut le rappeler. Oui. Et nous savons que la langue fongwe est la langue la plus parlée au Bénin. Oui. Donc, le projet va bien évidemment s'étendre à d'autres langues, que ce soit le bariba, le dindi, le milan, pour pouvoir vraiment couvrir tout le Bénin dans sa diversité. Voilà. Alors, je dirais, est-ce que je dois dire à court et à long terme peut-être, comment est-ce que vous visualisez cela, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce projet-là? Alors, l'évolution de ce projet, je dirais que c'est en trois piliers. D'accord. Dans un premier temps, il faudrait que nous ayons un corpus de données assez solide, référencé pour le fongwe. Dans un second temps, c'est de pouvoir développer des solutions en intelligence artificielle qui répondent à nos besoins de tous les jours. Et en troisième position, c'est de pouvoir positionner le Bénin comme un acteur majeur de l'innovation linguistique en Afrique. Absolument. Et on se rend compte, quand vous faites votre développement, que votre cible, c'est peut-être, comme on le disait, certaines personnes qui n'ont pas forcément eu la chance de s'instruire, de comprendre le français. Mais est-ce qu'on peut se servir de cette plateforme-là pour apprendre les langues? Est-ce que c'est possible? Pas pour l'instant. Nous voulons quelqu'un ou bien des gens qui maîtrisent un tant soit peu la langue fongwe. Et comme je l'ai dit tout au début également, ça va permettre de répondre à un besoin. C'est-à-dire, tu ne sais pas faire telle action parce que tu ne comprends pas français ni anglais, mais quand tu parles à la solution dans ta langue maternelle, la solution est en mesure de traiter et de te donner une réponse. Alors, la cible aujourd'hui, c'est qui? Ce sont beaucoup plus les interlocuteurs de la langue fongwe, les étudiants, les chercheurs. Tout ce monde-là peut utiliser la donnée que nous collectons aujourd'hui pour pouvoir entraîner des systèmes, entraîner des modèles et pourquoi pas développer des trucs wow pour le Bénin. Vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous avez des capacités dans ce domaine-là, si vous pouvez parler fongwe, vous pouvez y aller. Exactement. Et après, nous ferons le tour du Bénin, j'ai envie de dire. Exactement. Merci beaucoup. Nous allons peut-être suivre une fois de plus, justement, ce spot-là pour mieux comprendre encore une fois de plus le projet J'aime ma langue. Pour participer au projet J'aime ma langue, c'est très simple. Rendez-vous sur j'aimemalangue.bj depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro et votre mot de passe. Sinon, remplissez le formulaire d'inscription, acceptez les conditions et cliquez sur S'inscrire. Vous recevrez un code par SMS pour accéder à votre espace. Sur la page d'accueil, cliquez sur « Je donne ma voix ». C'est un geste symbolique. En donnant votre voix, vous aidez à valoriser votre langue dans la technologie. Avant d'enregistrer, installez-vous dans un endroit calme et parlez clairement. Les enregistrements doivent durer entre 5 et 15 secondes. Les audios chuchotés, trop forts ou silencieux seront rejetés. Quand vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer ». Une fois votre voix captée, vous pouvez soit reprendre, si vous êtes peu satisfait, réécouter ou uploader votre audio en fond. Les audios de bonne qualité seront validés par des experts de la langue. Sur vos 40 premiers clips, 32 validés vous rendent éligible au programme de paiement. Et voilà, vous contribuez à faire vivre et grandir nos langues locales. Et voilà donc pour, je dirais, imprimer cela dans le cœur des téléspectateurs. On rappelle l'adresse très rapidement. C'est j'aimemalangue.bj. J'aimemalangue.bj. Merci beaucoup. Je rappelle, Monsieur Jean-Eudes Awanvoyeke, que vous êtes chef projet IA. Et on a parlé justement de cette initiative-là, le projet J'aime ma langue. Merci d'être venu nous donner toutes ces explications. À votre suite, on marque, on fait une petite pub et on installe le plateau de la revue de presse. Merci. Il y a quelques années, tout était lent.
Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à l'ANIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Dernière ligne droite donc de cette émission, la revue de presse avec Marcel Arrossi, déjà en plateau. Bonjour Marcel. Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Ce matin, la presse nationale raconte une double transition. Fraternité installe, célèbre une rupture historique. Et qu'est-ce qu'on lit à la une du quotidien Fraternité? Du jamais vu dans le choix des dirigeants des exécutifs locaux. Et le journal insiste et martèle aussi, pour la première fois depuis 2002, les maires s'installent sans heurts, sans cris, sans séquestration nocturne, sans alliance contre nature. En 3 jours seulement, toutes les communes ont bouclé le processus. 3 jours, là où autrefois il fallait des semaines de tractation
de conciliabule, de bras de fer politique, Fraternité décrit des préfets qui conduisent les opérations avec célérité et sérénité. Il observe des conseils communaux qui désignent dans le calme. Il constate aussi une justice silencieuse, aucun contentieux à l'horizon selon le journal. Un contraste saisissant car le journal ravive les souvenirs. 2002, 2008, des scrutins repris, des séances suspendues, des majorités contournées. Il rappelle comment à Boumé-Calavi en 2002, le PRD avait conquis la mairie malgré une 3e place, propulsant Liamidi Fouenoun de Dravo à la tête de la commune grâce à une alliance inattendu. Il évoque également 2008 lorsque le micro-parti RDC Mifon réussissait à installer Patrice Oumoussouguedé à la mairie avec seulement 2 conseillers sur 37. Le parti arrivé en tête relégué. La victoire électorale dépossédée. Mais aujourd'hui, sous ligne Fraternité, la réforme verrouille le jeu. Le pouvoir revient clairement au parti majoritaire. Les négociations se font en amont, les décisions arrivent avec stabilité. L'UPR et le BR consultent la base, valide au sommet et présente au Conseil des choix déjà bien mûris. Conclusion du journal, la décentralisation entre dans une phase disciplinée, l'audace des réformes referme donc la page des crises répétées et ouvre l'ère des installations rapides et maîtrisées. La nation braque les projecteurs sur les finances et les chiffres qui frappent. Plus de 50% de dépenses d'investissement en 2024. La régie donc qui nous fait signe. Les communes ont franchi la barre des 43 milliards de francs CFA contre un peu plus de 21 milliards l'année précédente. Merci Marcel, la régie donc qui nous fait signe. Nous sommes... Merci beaucoup Marcel. Donc ainsi s'achève cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir.